Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et notre invité ce matin est Mathias Le Trocker. Il est co-animateur des Jeunes Insoumis de Saint-Brieuc. Il est l'invité de la matinale. Il est venu en direct en studio. Je le remercie. Bonjour Mathias Le Trocker. Bonjour Stéphane Hamon. Alors Mathias Le Trocker, vous êtes présenté aux élections récemment, puisqu'on a eu une séquence électorale. Une autre va s'ouvrir, on va en parler. Vous n'avez pas été élu, mais qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience? Bon, déjà, notez que c'était évidemment, compte tenu de mon âge, la première élection à laquelle je participais. Je faisais partie d'un des plus jeunes candidats de France, le plus jeune insoumis en tout cas, à se présenter aux élections régionales et départementales. Et ça a été un moment important de démocratie pour nous, pour les insoumis du coin, pour moi-même qui a pu discuter avec tout un tas de gens. C'était vraiment super. Maintenant, la chose qu'on se doit noter, c'est l'abstention. On ne peut pas oublier qu'il y a un énorme problème démocratique dans ce pays quand 70% de la population est laissée sur le carreau à cause de politiques qui sont toujours plus libérales et autoritaires d'un côté. Il y a une déconnexion, pardonnez-moi Mathias Le Trocker, il y a une déconnexion entre le terrain, les citoyens et les politiques aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a une déconnexion avec le terrain. Alors elle se fait par des politiques qui sont justement très libérales, très capitalistes, néolibérales justement. Par exemple, on en parlera, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, qui sont des choses dont on n'a pas besoin. Et moi je pense que oui, ce genre de réformes font partie de ce genre de choses qui déconnectent totalement les politiques et les citoyens. Maintenant, je continue sur ma lancée. Je voulais vous dire simplement que l'abstention, c'était un sujet éminemment politique. On se doit de poser des questions, on doit se poser des questions nous-mêmes sur l'abstention. Et parce que là-dessus, cela ne peut plus durer. Nous disons justement à la France Insoumise, et dans notre deuxième partie de campagne qui s'appelle l'Union Populaire, on en parlera certainement, nous disons que les gens qui ont intérêt à ce que ça change, nous les poussons à aller voter. Parce que justement, ces gens-là, au-delà de leur volonté de s'abstenir pour possiblement montrer un geste de contestation, nous leur disons que compte tenu de la 5e République et de l'organisation dans laquelle elle fonctionne, ça ne marche pas. Et qu'il faut voter pour un programme de rupture si nous voulons un jour que tout cela change et nous débarrasser du duel entre droite extrême et extrême droite. C'est ce que vous craignez, justement, on va aborder la présidentielle tout à l'heure, c'est ce que vous craignez, Mathias Le Trocker, qu'on se retrouve un petit peu avec une photographie de l'élection présidentielle précédente, un duel avec Madame Le Pen et Emmanuel Macron? Alors, si on s'y attend, je ne sais pas, mais dans tous les cas, évidemment que ça nous fait peur. Et on l'a remarqué également, que ce soit dans les sondages ou avec la population, personne n'en veut de ce duel. Et personne ne veut même, compte tenu de la dernière enquête d'opinion, plaçant Emmanuel Macron à un total de 59% des gens qui ne souhaitent pas qu'il se représente en 2022. Eh bien, je pense que cela montre que tout est clair dans la population et qu'il va falloir aller voter, il va falloir aller se prononcer à cette échéance qui, pour les Français, est la seule qui permet vraiment, et ils le savent, de faire bouger les lignes. Parce que le quinquennat d'Emmanuel Macron arrive à sa fin et il va falloir bientôt tirer un bilan. Et nous l'avons fait et nous le savons. Par exemple, je vais vous dire, Stéphane Hamon, en 2017, les 500 familles les plus riches de France possédaient un patrimoine de 570 milliards d'euros. Voilà aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, qu'elles comptabilisent 1000 milliards d'euros. Pendant ce temps, la pauvreté, elle, est passée de 9 à 11, voire 12 millions de pauvres dans ce pays. Alors, voilà, le tableau est clair, le tableau est limpide et nous avons besoin d'engager un programme de rupture, et je dis bien un programme de rupture face à cela, pour convaincre les gens également d'aller voter et de se déplacer pour changer les choses. Alors, il y a aussi quelque chose qui pourrait peut-être modifier la donne. On dit beaucoup, alors est-ce une supputation ou est-ce que ça arrivera réellement, que Éric Zemmour pourrait se présenter? Est-ce que pour vous c'est une fausse menace ou c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux? Ah bah une fausse menace, pour nous, je ne sais pas, on ne joue pas dans le même tableau évidemment politique. Par contre, la menace est démocratique. Évidemment, Éric Zemmour, le multicondamné, qui vient se pavaner dans les médias à dire tous les jours toujours plus de bêtises. Et nous nous réjouissons d'ailleurs de la décision du CSA, hier ou avant-hier, je ne sais plus. Hier, le CSA oui, a produit un communiqué, effectivement. Voilà, le CSA qui décide donc désormais de comptabiliser le temps de parole d'Éric Zemmour à l'antenne. Je pense que c'est une bonne décision, enfin. Et maintenant, nous
nous l'appelons de nos voeux, cette décision du CSA, à le faire de même pour le président en campagne Emmanuel Macron. Voilà, donc pour qu'il y ait une équité, selon vous, entre les temps de parole. Bien sûr, c'est la République. Alors, Mathias Trocker, justement, la République, vous faisiez allusion à la 5e République. Est-ce qu'il faut, allez, j'allais dire renverser la table, là aussi c'est un peu un lieu commun, mais changer cette 5e République, ou en tout cas la balayer et passer à autre chose? Notre choix, et ce que nous disons aux Français, est clair. Le choix est simple, la continuité ou la rupture. Il n'y aura pas d'alternative face à cela, il n'y aura pas d'autre chose que d'engager un programme de rupture. Et justement, sur la question de la République, c'est majeur. C'est, vous savez, Stéphane Hamon, la grande partie de notre programme sur la 6e République, avec une constituante, avec la possibilité de révoquer les élus, une constituante qui d'ailleurs est faite par et pour les citoyens. Tout le contraire d'ailleurs de ces candidats qui proposent une 6e République sans le peuple, sans la constituante, sans la possibilité de révoquer les élus, ou encore tout simplement une politique, encore une fois, des puissants et des plus riches, gardant la 5e République comme vaste totem, comme par exemple le propose Anne Hidalgo, qui l'a dit il n'y a pas si longtemps qu'elle était totalement contre la 6e République, mais qu'il fallait discuter. Alors bon, nous ne comprenons pas bien ce que ça veut dire discuter, parce que nous, discuter dans tous les cas, ça veut dire aller sur le terrain avec les gens, aller chez eux, et nous en parlerons justement, parce que je disais l'Union Populaire, la caravane de l'Union Populaire, qui était notre programme de l'été, parce que les Insoumis n'ont pas chômé cet été, et nous sommes allés le faire, porter ce programme chez les gens dans les quartiers populaires pour leur dire à quel point c'était important. Et vous n'avez pas fait que cela. Voilà, vous me donnez l'occasion, Mathias Trocker, justement de vous interroger sur le terrain et sur cette caravane de l'Union Populaire. Vous avez recueilli la parole, vous avez échangé. Comment vous trouvez l'opinion aujourd'hui? Est-ce que les gens sont en colère? Est-ce qu'ils sont résignés? Voilà, comment vous avez ressenti le terrain? Déjà noter que donc cette caravane de l'Union Populaire s'inscrit dans la deuxième partie de notre campagne. Après, nous sommes pour, voilà, je vous avais quitté la dernière fois avec, pendant notre partie de campagne, nous sommes pour, voilà que maintenant nous sommes dans l'Union Populaire qui, comme son nom l'indique, doit s'interroger et s'intéresser aux questions des plus précaires d'entre nous. Parce que dans un moment où 10 millions de personnes sont pas ou mal inscrits sur la liste électorale, dans un moment où 36% des gens qui peuvent bénéficier du RSA ne le demandent pas, dans un moment où le sinistre Blanquer vient répéter que l'allocation de rentrée scolaire serait utilisée pour acheter des écrans plats. Nous sommes dans un moment de culpabilisation et de mépris des plus précaires de nos concitoyens, et cela... ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter très clairement. Et l'objectif des caravanes de l'Union Populaire était justement de faire de l'accès au droit, de faire ce que l'État ne fait plus depuis 2016, quand il n'engage plus de grandes campagnes d'inscription sur la liste électorale ou encore de publicisation des scrutins. Et là-dessus, nous avons fait ce travail. Nous avons inscrit des gens sur les listes électorales, et ça nous paraît être l'essentiel. Nous avons renseigné sur notre programme également. Alors, vous parliez de Jean-Michel Blanquer à l'instant, avec cette sortie... fort maladroite autour des écrans plats, sortie qui a été d'ailleurs démentie par le Premier ministre lui-même. Oui, alors maladroite, du coup, je ne dirais pas ça, je dirais totalement idiote, cette sortie de Jean-Michel Blanquer, dans un moment où, alors que nous avons donné près de 230 milliards d'euros aux plus grandes fortunes de notre pays sans conditions sociales ou écologiques, voilà que les ministres de ce gouvernement vont vont récupérer les quelques pièces et regarder les dépenses des plus pauvres. Ça ne nous paraît pas être quelque chose d'intelligent que d'avoir fait et pratiqué cette sortie. Alors je parlais justement du fossé qui se creuse entre les pauvres, ou en tout cas les ménages moyens qui n'arrivent plus à s'en sortir, et il faut bien le dire, et ceux qui, eux, peuvent arriver à vivre un peu plus correctement. On est dans une société très fractionnée, Mathias Trocker. Je vous le disais à l'instant, est-ce que vous, sur le terrain, vous avez ressenti une colère? Bien sûr, la colère est éminemment présente. Mais la colère se manifeste de différentes manières, par exemple. Je peux vous prendre cet exemple de cette personne qui, à Albi, dans le quartier Campo d'Albi, qui, je le précise, fait partie d'un des 20 quartiers les plus pauvres de France. Nous y étions là-bas pour faire du porte-à-porte, comme tous les autres jours, et de cette personne qui nous a dit très platement, voyez, moi, je vis dans des conditions insalubres. Alors, nous avions passé une semaine où on était plus choqués de voir des conditions insalubres. C'était comme ça partout. Donc, elle nous dit cela, et on vient pour lui demander de plus amples précisions, et elle nous dit, moi, je vis avec des animaux.
Alors à ce moment-là, on lui dit, bon, c'est-à-dire, comment cela se passe, des animaux de compagnie? Et on a bien vu la tête des animaux de compagnie, c'était en fait des cafards de 3 cm de long, et à ce niveau-là, on peut s'interroger. Et je me demande bien ce que font ces gens qui, tous les jours, viennent crier, vous me parlez d'Éric Zemmour, qui pensait connaître la France. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisions quand nous voyons ça? Puis en fait, à côté, nous avons des pourfendeurs de la haine sur les plateaux pour attiser toujours plus. Non, il faut rassembler les citoyens. Nous avons volonté de rassembler cette colère qui se caractérise de différentes manières, de rassembler ceux qui ont intérêt à ce que ça change. Au bout d'un moment, je le disais déjà, la continuité ou la rupture. Mais l'abstention est un geste éminemment politique, encore une fois, mais le rappeler toujours, quand les dégoûtés partent, il ne reste que les dégoûtants, pour reprendre cette phrase de Mathilde Panot qui lui est chère. Mais à partir de ce moment-là, on se doit d'engager des réponses. Et cet été, d'ailleurs, nous a permis de valider le diagnostic qui était le nôtre et de prouver que le programme que l'on porte est le bon pour répondre à ces problèmes. Alors, Mathias Autrocker, il y a encore d'ailleurs cette crise sanitaire qui là aussi a accentué la précarité et qui a aussi cristallisé des colères. On a vu les antipasses. Hein, je ne veux pas parler des antivax volontairement, mais les antipasses. Comment on a vu aussi d'ailleurs des gens de votre formation politique aller soutenir ces antipasses. Est-ce qu'il y a une perte à vos yeux des libertés dans ce pays ? Alors, la question des libertés est une question très importante pour les Français, nous le savons. C'est quelque chose à laquelle nous sommes très attachés et qui vient d'une réalité historique qui est la nôtre. Maintenant, sur la question du pass sanitaire, rappelez toujours notre position qui est très claire. Nous sommes contre le pass sanitaire, mais nous sommes pour les vaccins. Et encore une fois, là-dedans, au-delà même du débat sur le vaccin même, utile, pas utile, que sais-je, il y a là un problème de contrôle généralisé de la population et ce pass sanitaire ne permet pas de répondre à cette crise sanitaire qui l'est avant tout sanitaire et non pas autoritaire comme le voudrait Emmanuel Macron là-dessus. Oui, le vaccin fait partie de l'arsenal, mais attention au sentiment d'immunité qu'il confère. Il ne faut pas simplement utiliser le vaccin comme un remède, ce n'est pas vrai. Il faut engager des politiques de santé publique. Il faut le masque partout, il faut des tests remboursés, c'est très important. Il faut des purificateurs d'air. Comment se fait-il que dans notre pays, des salles de classe en hiver vont être obligées d'ouvrir portes et fenêtres alors qu'il fait froid et que nos enfants vont tomber malades? Bon, il faut des médicaments également. Il faut poser la question des traitements au bout d'un moment. Et il faut la société du roulement. Mais voyez, le pass sanitaire nous paraît totalement à l'opposé de ces propositions que nous avons déjà formulées depuis déjà bien longtemps à l'Assemblée nationale avec nos 5 plans de déconfinement, 11 propositions de loi et la commission d'enquête sur le sujet, j'en passe. Nous prenons simplement la position de l'OMS sur cette question qui est la vaccination obligatoire, c'est non, par contre il faut convaincre. Et sur ce point, voilà, il faut laisser les gens libres de leur choix, mais essayer de les convaincre. Bien sûr. Alors, il y a aussi un grand sujet aujourd'hui. Alors, en quelques minutes à l'antenne, on ne peut pas tout balayer les sujets, mais il y a un grand sujet, c'est l'écologie, c'est l'environnement. On le voit avec des épisodes aujourd'hui de pluie très forte, d'orage. On a eu hier, d'ailleurs, sur la Bretagne. Un dérèglement climatique qui arrive. Est-ce qu'il y a urgence aussi? Je connais déjà votre réponse, j'imagine. Mais comment faire pour que cette urgence se traduise en fait? Comment faire? On a souvent et longtemps proposé dans notre programme beaucoup de choses qui ont été proposées à l'Assemblée et qui n'ont pas été reprises. Mais au-delà de ça, je pense que vous soulignez quelque chose d'important. Parce que dans ce débat politique qui arrive en 2022, la question du Covid sera sur la table, je pense, je l'espère, c'est une bonne chose. Ça permettra de mettre en lumière les dérives autoritaires d'Emmanuel Macron. En revanche, nous avons un gros problème, c'est que la sécurité va arriver sur la table, qui est un sujet, mais certes, ce n'est évidemment pas le premier, et nous avons d'autres choses qui vont permettre comme ça de brouiller les pistes. Et donc c'est important en effet de remettre la question sociale et écologique sur la table. Et nous, c'est ce que nous faisons quand nous parlons de la constituante, même en fonction de la 6ème République, bien évidemment, parce que la constituante et l'Assemblée constituante n'est-elle pas n'est-elle pas reprise par Emmanuel Macron lorsqu'il reprend la Convention citoyenne pour le climat? À partir de ce moment-là, il y a des méthodes d'action et encore une fois, c'est une question de rupture. Il faut une rupture
nous l'avons vu avec les élections régionales derrière. En Bretagne, c'est l'endroit. Il y a une question de rupture à entamer. Pierre-Yves Cadalin le disait déjà à cette antenne et à plein d'autres. Il y a une rupture à entamer avec le modèle productiviste, avec les pesticides, avec tout ce qui pollue notre mer et les eaux qui rajoutent de nitrate dans l'eau et des algues vertes. Et sur ce point, je me permets pour nos auditeurs d'indiquer ce soir l'émission Envoyé spécial qui s'intéressera à la baie de Saint-Brieuc et notamment aux déclarations d'André Olivreau, notre colistier pour les élections départementales, qui fera une intervention. Et sur ce point, qui était d'ailleurs à ce micro il y a quelques temps. Oui, totalement. Et sur ce point, c'est encore une fois une question de continuité ou de rupture. Il faut arrêter avec ces politiques de destruction de l'environnement à tout prix, de réintroduction des néonicotinoïdes. Et même si Emmanuel Macron peut se pavaner au congrès mondial de la nature parrainé par je ne sais combien de lobbies privés et de marques, ce qui est quand même incroyable, hein, bon, eh bien à ce moment-là, il faut engager évidemment cette rupture. Ça passe par le programme L'Avenir en commun, qui est le premier programme écologique. Alors comment, j'allais presque dire, la mettre en place, cette rupture, parce que il va falloir accompagner le monde agricole, en Bretagne en particulier, qui obéit à un modèle qui est installé depuis longtemps. Comment ne pas laisser les agriculteurs sur le côté de la route? L'annulation des dettes paysannes. Ça se tient en un mot, c'est l'annulation des dettes paysannes. Vous voyez, je crois aujourd'hui, après avoir fait cette campagne départementale, régionale avec tous nos camarades, on a bien pris, et on l'avait déjà, mais on a bien pris la mesure de ce qui se passe réellement. Nous étions dans des fermes, nous avions discuté, on a lu beaucoup à ce sujet, et qui est un sujet majeur et sur lequel il faudra évidemment appuyer également pour 2022. Hein, pourquoi pas faire émerger un sujet sur les algues vertes d'ici même en Bretagne, de là où nous sommes. Je crois que la question des éoliennes a déjà permis d'élever le débat. On va en parler justement. On va en parler. Dans tous les cas, sur la question des paysans dans un pays où un paysan se suicide tous les 3 jours, il y a une question qui est gravissime là-dessus. Il faut comprendre comment se crée la pauvreté et la précarité paysanne. Cela se crée dans un moment où en fait le paysan vient reprendre la terre de son père ou de ses parents, et vient ensuite le moment où eh bien, il va avoir des dettes qui paraissent assez normales au début, puis la FNSEA, pour ne pas la citer, va arriver avec des banques et lui dire écoute, il va falloir s'agrandir, pour cela il va falloir emprunter. Et donc ces banques qui empruntent, qui donnent de l'argent à des paysans qui vont en mourir, vont ensuite se pavaner et dire voilà, continuez comme cela, il va falloir rembourser. Alors attention, nous vous proposons d'agrandir encore plus pour rembourser justement, c'est ce que va faire le paysan en s'endettant toujours plus pour en fait rembourser ses dettes, faire en sorte que son exploitation devienne toujours plus grande, et à la fin on sait à qui ça profite. Cela profite aux grands groupes qui vont racheter les terres pour en faire des choses tout à fait dans le domaine privé déjà évidemment, et pour en faire des choses tout à fait anti-écologiques. Par exemple, je sais que non là il y a l'usine de chips Bretz qui a abattu des arbres, qui a absolument terrassé le sol, tout simplement parce que ils ont choisi, je crois, le côté droit de l'exploitation plutôt que celui de gauche, parce qu'il leur importait simplement de prendre le côté droit plutôt que celui de gauche. Alors à partir de ce moment-là, il faut planifier également. Quand je vous disais cette entreprise qui décide de prendre le côté droit de la parcelle, eh bien nous devons, avec la région et l'État, peut-être même l'État, hein, pourquoi pas, préempter ces terres dans un premier temps et dire voilà, qu'est-ce que vous voulez en faire, qu'est-ce que vous voulez en faire, avec quel argent, avec quel financement, et à partir de ce moment-là on parlera. Alors, les éoliennes, je vois le temps qui file, hein, oui. Je voulais qu'on aborde le sujet, Mathias Trocker. Quel est votre point de vue, en tout cas le point de vue de la France insoumise, ici dans les Côtes-d'Armor? Comme le temps file, on va faire rapidement. Mon point de vue, en tout cas, sur les éoliennes, est que je pense qu'on peut rassembler même beaucoup, comme il a été fait, et même plus loin que ce que l'on pense, dans un sens où les questions des éoliennes en Bretagne posent un réel problème écologique, social, un réel problème de coût également pour les gens, parce qu'il faut le comprendre. Même Enedis, dont c'est l'intérêt de partager des idées tout à fait privées et sur le modèle de rentabilité, même Enedis a dit que l'avenir c'était le flottant sur les éoliennes. Bingo, ces éoliennes et leurs promoteurs privés, Iberdrola, vont faire des éoliennes qui vont percer le sol, ainsi détruisant une faune classée Natura 2000,
Et donc, par cela, nous pouvons avoir avec nous dans ce combat les défenseurs du patrimoine. Et donc, ça va détruire une partie de la faune de Natura 2000, qui va impacter le travail des pêcheurs, parce qu'eux-mêmes bénéficient aussi de cette zone qui permet des bonnes rémunérations, des bonnes conditions de travail. Donc, il y a un combat social également à mener. Et ce combat écologique est rapporté par le fait que, eh bien, totalement, ça coûte trop cher. Il faut voir également, c'est toute l'idée de destruction du service public de l'énergie à tout moment, de faire en sorte qu'il capote de l'intérieur, que tout cela explose, et ainsi de proposer aucune solution, de faire en sorte que les gens veuillent autre chose, et comme ça, c'est détruit, et les gens veulent autre chose, et ils ont une mauvaise opinion des éoliennes. Bingo, Iberdrola fait aussi du gaz, ce qui leur permettra après d'installer possiblement leurs installations de gaz pour en fait un prix où la région et l'État n'aura plus aucun contrôle dessus, et où on aura laissé péricliter la situation, et le prix du gaz, le prix écologique qu'on paiera aussi pour réparer tout cela et ces dégâts matériels que causeront ces éoliennes. Alors, on va parler aussi de politique à travers les Verts, hein, qui ont un programme. En quoi le programme écologique de la France Insoumise diffère du programme des Verts, par exemple? Sur la question des Verts, par exemple, je me permets de rebondir sur le fait qu'actuellement ils sont en primaire, justement. Voilà, oui, il y a une primaire, voilà. On est bien d'accord. Et rappeler bien sûr que déjà leur candidat n'est pas fixé, mais surtout que nous nous tenons très loin de tout cela. Il est clair que parmi les candidats, il y en a avec qui nous avons des proximités idéologiques. Néanmoins, il y a des différences qui persistent, et notamment sur la question de l'Europe. Mais je crois qu'il s'agit de rappeler également quelque chose de tout autre que la question de nos désaccords, la question de la méthode également. Nous ne sommes pas favorables, nous, à des primaires là où, en fait, j'y vois un souci, c'est qu'on parle majoritairement à soi-même. La preuve, il y a entre 20, 30 ou 50 000 participants, eux-mêmes ne savent pas vraiment, et alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, est parrainé par 240 000 citoyens sur notre site. À partir de ce moment-là, ça pose un souci. Maintenant, ça pose aussi la question de tout leur petit baratin et de tout ce petit monde qui disait avoir trouvé par magie un accord au début, avant l'été, qui disait voilà, il y aura un accord entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. Et bon, voilà, on voit également comment ça s'est terminé entre Olivier Faure et Yannick Jadot. Maintenant, il y en a un qui a désigné sa candidate et l'autre qui a sa primaire. Bon, ça nous paraît totalement hors du domaine de l'intérêt du peuple dans ces cas-là, parce qu'il faut bien le comprendre. Les gens, Stéphane Hamon, en ont marre de toutes ces tractations politiques qui ne visent qu'à star académiser la politique française. Au bout d'un moment, il faut rassembler autour du programme, et le nôtre est majoritaire. C'est ce que nous disons aux écolos, c'est ce que nous disons à Arnaud Montebourg, et c'est ce que nous disons à tous ceux qui veulent nous rejoindre dans cette dynamique de l'Union populaire. Vous voyez, j'ai ramené avec moi un petit tract qui vient rappeler les bases. 8 Français sur 10 sont pour rétablir l'ISF, 9 Français sur 10 sont pour augmenter le SMIC et pour instaurer une garantie d'emploi, et 7 Français sur 10 sont pour instaurer la retraite à 60 ans. Notre programme est majoritaire, à nous de le porter, et c'est ce que nous avons fait pendant l'été, et nous continuerons sur cette dernière ligne droite de présidentielle. Alors on parle beaucoup de la droite, hein, qui se cherche. Là, on parlait à l'instant des écologistes, et à gauche, on n'arrive pas à réunir. Est-ce que vous auriez participé éventuellement on l'a vu, hein, dans les Côtes-d'Armor, ça a fonctionné finalement. Les Côtes-d'Armor, l'Union de la gauche a pu ramener la gauche à la tête du département. Est-ce que vous imaginez quelque chose de possible, même au niveau national, ou pas? Alors, il y a deux sujets. Il y a la question de l'Union de la gauche et ensuite la question de l'Union de la gauche dans le département. Voilà. Je vais me permettre de répondre sur la question de l'Union de la gauche normale, si je puis dire. Je crois que cette question est passée de mode, vous voyez, parce que les premiers qui étaient à dire qu'il fallait l'union à corps et à cri, en fait, n'y croient pas eux-mêmes. La preuve, ils ont leur primaire, ils ont leur candidat, et Fabien Roussel s'est lancé avec ses militants, Arnaud Montebourg s'est lancé tout seul. À partir de là, nous savions évidemment comment allait se dérouler ce petit jeu. Et malgré tout, et pour faire un lien avec ce que vous nous dites sur les départementales, nous avons fait des concessions, que ce soit pour les régionales ou encore en 2019, lorsque Jean-Luc Mélenchon appelait à une fédération populaire. À partir de ce moment-là, nos stratégies maintenant, c'est l'union populaire. Nous l'avons préféré à l'union de la gauche, et pour convaincre, encore une fois, notre maître mot, c'est la continuité ou la rupture. Maintenant, vous me parlez de l'union de la gauche dans le département, et je me permets de dire une chose à l'antenne aujourd'hui. Le Parti Socialiste a été dans une dynamique d'omniprésence dans ces négociations
négociation qui nous a permis, et nous ne sommes pas les seuls à le dénoncer, qui nous a permis une situation d'incapacité de discuter. Dans une situation où nous recevons 48 heures à l'avance les dates butoirs de négociation. À partir de ce moment-là, il n'était pas possible d'amender le texte, ni même de proposer autre chose. Et nous ne sommes pas les seuls à le dénoncer. Cela a été dénoncé dans Europe Écologie Les Verts, qui se tait bien aujourd'hui après avoir pris des places dans le département. Et cela a été dénoncé par l'Union démocratique bretonne. À partir de ce moment-là, ça ne nous semble pas sérieux de travailler avec ces gens-là. Alors, dernier mot, et très vite, il nous reste 1 minute 30, Mathias Trocker. Est-ce que, on parlait beaucoup de primaires autour de ces élections, et en particulier de la présidentielle, est-ce que vous avez l'impression que depuis quelques années, on a une forme, allez, je mets des guillemets, d'américanisation de la vie politique française? Ah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question qui pose un vrai problème, parce que, vous voyez, par exemple, aux États-Unis, nous l'avions vu il n'y a pas longtemps avec les 2 primaires très polarisées, donc d'un côté les républicains, de l'autre les démocrates. Bernie Sanders qui a été obligé de se désister justement pour permettre oui, pour permettre pour permettre la victoire aux démocrates, on va le dire de la sorte, pour Joe Biden bien sûr. Et à partir de ce moment-là, moi je suis persuadé que Bernie Sanders aurait gagné s'il était face, et gagné largement s'il était face à Donald Trump, parce que justement ça permet de parler des idées quand il y a une pluralité de candidats. Maintenant, voilà, on le sait, aujourd'hui, nous avons la chance en France d'avoir quand même une pluralité des opinions, malgré le fait que je me permets de rappeler quelque chose. Nous avons une pluralité des candidats, en fait, peut-être pas tant des opinions que ça, parce que depuis 30 à 40 ans, ils s'accordent tous pour finalement tenir le stylo de la Commission européenne et ainsi continuer dans les traités de libre-échange néolibéraux, et finalement, ils s'accordent tous sur la réduction de la dépense publique. Et c'est la question que nous posons à Arnaud Montebourg, justement, lui qui était si prompt à nous critiquer de toute manière et à dire voilà, Jean-Luc Mélenchon va perdre à tous les cas, nous le savons. Eh bien écoutez, Arnaud Montebourg, nous aurions préféré que vous utilisiez votre boule de cristal pendant le quinquennat Hollande, lorsque vous aviez validé le CICE, justement, qui est considéré en une exonération de 20 milliards d'euros par an sans conditions écologiques et sociales. La continuité ou la rupture, c'est ce que nous proposions avec l'Avenir en commun et Jean-Luc Mélenchon pour ces présidentielles, et on vous attend tous. Voilà, c'est sur ce mot cette proposition, allais-je dire, Mathias Trocker, que nous allons nous quitter. Je rappelle que vous êtes co-animateur des Jeunes Insoumis Insoumises de Saint-Brieuc, et vous étiez notre invité en direct dans la matinale. Je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci Stéphane Hamon, c'est toujours un plaisir d'être ici. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.